Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le premier épisode de la série À la loupe consacrée à Clash of Culture. On avait vu dans l'épisode 0 qu'on allait consacrer les premiers épisodes à des jeux de civilisation. Donc voilà le premier, la Monumental Edition de Clash of Culture. Bon, c'est un gros morceau, hein. On commence par un gros morceau évidemment. Donc c'est quoi À la loupe? Tout simplement, c'est on prend un jeu, on va commencer par le présenter assez rapidement, et puis ensuite on va le détailler un peu plus. Et notamment là, pour les jeux de civilisation, on a énuméré plusieurs systèmes de jeu qui font qu'on pourrait définir un jeu comme étant un jeu de civilisation. Et on va essayer de voir Clash of Culture si il répond, s'il présente tous ces systèmes de jeu. Alors on va commencer tout simplement par le matériel. Une fois de plus, je rappelle, je ne suis pas là pour détailler tout le matériel, je ne suis pas là pour faire un unboxing, je ne suis pas là pour critiquer ou encenser le matériel, on va juste regarder et on va faire un état des lieux en fait. Donc comptez pas sur moi pour peser les cartes, pour sortir le mètre et mesurer l'épaisseur des jetons. Non, je me fous de tout ça. Par contre, si le matériel est de mauvaise qualité, ça on va quand même le signaler. Si le matériel est de bonne qualité, on va féliciter les éditeurs. Et si le matériel est issu d'une version Kickstarter ou une version Deluxe, on va aussi le noter. Là, on parle de la Monumental Edition. Donc évidemment, c'est un matériel et des composants de jeu qu'on ne retrouvait pas forcément dans la boîte de base, mais je crois même pas qu'on puisse la trouver encore, la boîte de base. Donc aujourd'hui, quand on veut acheter Clash of Culture, c'est la Monumental Edition, je pense, qui inclut la petite extension qui était sortie à l'époque. Alors, ça dit quoi, le matériel de Clash of Culture? Il y a pas mal de matériel en fait, hein. Il y a pas mal de matériel. Si je vous amène un peu sur la table, donc là on a une partie en cours, une partie solo en cours. Donc c'est un jeu à système de tuiles. Il y a des figurines, il y a des jetons, il y a des cartes, il y a des plateaux, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est un très bon matériel, en grosse quantité, bonne qualité, en tout cas qualité largement suffisante par rapport à l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que les cartes, si on pouvait mettre le doigt sur l'élément qui va être le moins qualitatif au niveau du matériel, ce sont les cartes. Les cartes, je vais vous en montrer. Par exemple, là j'ai mes cartes actions et mes cartes objectifs. Ce sont des cartes qui sont tout à fait banales. Des cartes en carton non tressées, voilà. Mais en fait, c'est pas très grave parce que dans ce jeu, on ne manipule quasiment pas les cartes. On les pioche, on les regarde et on les pose de côté jusqu'à ce qu'on les valide, ou alors on les pioche, on résout les faits et on la défausse. Donc il n'y a pas de manipulation de cartes. Vous voyez, elle s'abîme pas en fait, hein, voilà, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'était pas nécessaire de mettre de la carte de très bonne qualité, voilà, c'était pas nécessaire. Donc à un moment, si ce sont des cartes qu'on doit manipuler beaucoup, là on peut demander de la qualité. Là c'est pas le cas, là ça fait le job, il n'y a pas de problème. Ensuite on a quoi? Donc on a les tuiles du terrain, on a les tuiles de départ des civilisations, on va avoir des jetons, il n'y en a pas énormément des jetons, hein. Il y a les petits jetons de ressources, il y a les jetons culture et les jetons de bonheur, voilà, c'est tout ce qu'il y a en jetons, il n'y a pas grand chose. Il y a les éléments de jeu à la couleur de chaque joueur, donc on a pas mal de cubes comme ça. On a les miniatures, à la fois donc les unités, donc là on voit par exemple le colon du joueur violet, voilà. On va avoir les bâtiments, on va avoir, il était où mon colon, mince, il était là je crois, on va avoir ce qu'on appelle les colonies dans le jeu, donc c'est quand on place une ville, voilà. On va avoir, si je vous emmène sur le côté, ou alors je vais faire l'inverse, je vais amener le plateau devant, si je trouve une petite place. Voilà, donc on a les miniatures, les petites figurines pour les 4 joueurs, plus
On a les barbares ici, et puis les bateaux pirates, voilà, qui vont nous enquiquiner sur les mers. Donc vous voyez, voilà, il y a pas mal de trucs. Tout ça, ce sont de la miniature, des unités. Je vais vous les montrer un petit peu quand même. Alors on a les fantassins, les éléphants. On va avoir la cavalerie. Voilà, la cavalerie avec la lance. On va avoir le chef qui va mener les armées. Et puis on a tous les bâtiments. Donc il y en a plein, on ne va pas tous les montrer, hein, mais la forteresse par exemple, l'observatoire, s'il veut bien me faire une petite mise au point, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc, et c'est largement suffisant pour ce qu'on demande, que les couleurs soient assez tranchées pour qu'on voit bien sur le plateau ce qui se passe. Les figurines ne sont pas trop grandes, vous voyez, on peut en mettre plusieurs par case sans que ça dégueule partout. Non, c'est très bien pensé. Ensuite, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les plateaux joueurs et les plateaux civilisation. Donc le plateau joueur, c'est comme ça dans Clash of Culture. C'est finalement, en haut, on va avoir les ressources, voilà, avec les jetons qui vont avancer pour noter les ressources qu'on a. Et finalement, le plateau joueur, c'est tout simplement l'arbre de développement. Donc si vous voyez, il y a plusieurs branches, l'agriculture, la construction, la marine, etc. Et on va se développer dans ces branches, voilà, en posant les cubes à chaque fois qu'on développe quelque chose. Et puis on a les gouvernements ici qu'on peut choisir, il y en a 3 dans le jeu. Donc ça c'est le gros morceau de ce jeu, évidemment, c'est toutes les avancées, tous les développements qu'on va avoir, hein, ils appellent ça les progrès dans le jeu, qui vont à chaque fois modifier les règles, soit ajouter des actions, soit modifier une règle. Donc ça c'est le gros morceau. C'est le gros morceau, c'est vraiment ce qui va monopoliser toute notre attention dans le jeu parce que, évidemment, à partir du milieu de la partie jusqu'à la fin de la partie, ça va être tellement rempli, on va tellement se développer que il va falloir regarder tous les cubes et se rappeler de tout ce qu'on a fait, savoir si on loupe pas un truc ou deux à chaque fois qu'on joue. Et c'est ça la difficulté de ce jeu, c'est de ne pas oublier une action ou un effet auquel on avait droit par rapport à notre développement. Ensuite, on a les tuiles de civilisation. Alors ça, c'est très basique. Voilà, c'est juste ça. Par exemple, je joue les Celtes. J'ai une tuile avec marqué Celtes. Et puis, on a 4 nouveaux progrès qui sont spécifiques aux Celtes. C'est-à-dire que, je ne sais pas combien il y a de civilisations dans le jeu, je ne me souviens plus. 14, 15, je ne sais pas. Ça, ce sont à chaque fois des développements, des progrès uniques. Là, c'est pour les Celtes. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est une amélioration d'un autre développement, d'un autre progrès. Par exemple, les Celtes, ils ont les guerres tribales. Les guerres tribales, en fait, c'est lorsque sur le plateau joueur, je vais développer les manœuvres, et ben, avec les Celtes, automatiquement, je gagne les guerres tribales. C'est une amélioration des manœuvres. Là où pour les autres joueurs, développer manœuvre, ça va juste leur permettre de pouvoir déplacer leurs unités militaires, par exemple, ben là, nous, ça va nous permettre d'utiliser les barbares comme alliés, on va dire, parce qu'on a aussi les alliés tribaux, vous voyez, guerre tribale. Voilà, les barbares vont nous aider en fait dans nos combats. Nous sommes les Celtes, on a des affinités avec les barbares. Ensuite, au niveau du matériel, on va avoir donc des paquets de cartes. Donc, comme je disais, elles ne sont pas de super qualité, mais c'est largement suffisant. Il y en a beaucoup. Il y a toutes les cartes événements qu'on va résoudre quand on a besoin de résoudre un événement. Il y en a plein. Et les cartes événements, elles ont 2 choses. Alors, là, mauvais exemple. Elles ont quelque chose qui va affecter tous les joueurs en haut, et puis un texte qui va affecter celui qui résout l'événement. Souvent, c'est comme ça que ça marche. On a les cartes actions. Pareil, les cartes actions, c'est quelque chose qu'on peut déclencher à notre tour de jeu,
et il y a toujours deux effets, un effet militaire en bas et puis un effet plus global en haut, on peut choisir l'un des deux. Les cartes objectifs, qui vont nous permettre de résoudre des objectifs de milieu de partie et donc remporter des points de victoire. Pareil, on a toujours sur chaque carte deux objectifs, un militaire en bas et un plus global en haut. Et ensuite, on va avoir les cartes merveilles, les merveilles qu'on va pouvoir construire. Dernière chose, toutes les cartes de chefs, il y en a 3 par civilisation. Là, par exemple, on va voir les chefs japonais. Voilà, il y en a 3. Et donc, on va pouvoir choisir lequel on veut recruter, dans quel ordre on veut les recruter. Et évidemment, ils sont différents, donc on va choisir celui qui colle à notre partie. Donc voilà pour le matériel, on va pas entrer plus dans le détail que ça. Il reste évidemment les dés de combat, les fameux dés de clash, voilà, qui donnent des effets selon les unités qu'on a. Ça, c'est uniquement lors des combats. Et voilà pour le matériel, on ne va pas s'attarder plus. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur Clash of Culture, c'est on peut parler de tout simplement ce qui est marqué sur la boîte là, le nombre de joueurs. Clash of Culture est prévu pour être joué entre 2 et 4 joueurs. Et ça, on va dire que c'est son principal défaut à ce jeu. C'est que, en fait, on peut jouer qu'à 4. Et on aime bien, quand un jeu de civilisation, on peut jouer à 5, à 6. Moi, quand je joue avec mes potes, on est rarement 4, on est souvent plus. Donc c'est un jeu qui n'est pas si simple à sortir que ça, quand on est trop nombreux. Et puis, c'est toujours pareil, un jeu de civilisation, alors c'est bien quand il y a un mode solo, parce que ça permet aux joueurs solo de pouvoir jouer quand même au jeu, et de découvrir des jeux excellents, comme Clash of Culture par exemple. Là, il ne propose pas de mode solo. Il y a un mode solo non officiel, que je vous présenterai rapidement, je suis en train là de filmer la partie, qui est très sympa. Mais voilà, ça reste un mode solo de jeu de civilisation. On s'amuse bien, mais c'est pas pareil, évidemment, que de jouer avec des potes. Et puis, les jeux de civilisation, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'un jeu de civilisation qui fonctionne bien à 2 joueurs, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est pas véritablement un jeu très riche. À 2 joueurs, c'est un duel. Franchement, aucun intérêt. Comment on peut commercer, comment on peut faire des alliances, comment on peut... Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont passer à la trappe quand on est 2, voire même quand on est 3, puisque forcément, il va y avoir un 2 contre 1 qui va pouvoir se mettre en place. C'est pas idéal. Un jeu de civilisation, idéalement, il se joue à partir de 4 jusqu'à 5 ou 6. Voilà. Donc là, Clash of Culture, c'est un peu décevant pour ça. De pouvoir jouer, finalement la configuration la meilleure c'est à 4, donc il faut trouver des moments où on est 4, voilà, et ça c'est sa principale difficulté. Par rapport à ça, je vais rebondir sur le niveau de difficulté. Là il marque du 14 et plus, bon évidemment, et du 180 minutes. Oui voilà, bon ça dépend aussi du nombre de joueurs évidemment, mais oui les parties peuvent être un peu longues. Il y a un mode pour faire des parties plus courtes, mais c'est pas très intéressant. Ça fait aller trop vite en fait, et on n'a pas ce sentiment de développement. Voilà, un jeu de civilisation, on aime quand même que ça prenne le temps, qu'on puisse voir notre puissance augmenter au fur et à mesure de la partie. Donc quand il y a un mode rapide qui est instauré, c'est un peu au détriment de ce sentiment de jeu. Voilà. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, la principale difficulté de ce jeu, ça va être de gérer le plateau joueur avec tous les progrès qu'on va développer, et donc d'essayer d'avoir la tête un peu à tout ça en même temps. Et puis, il y a aussi sa mécanique de jeu. Là, on est dans du pur jeu de civilisation, limite du gameplay à l'ancienne, c'est-à-dire que à son tour de jeu, on va faire 3 actions parmi 8, je crois, je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 actions, mais il y a l'action activer une ville qui permet de recruter ou de récolter ou de construire. Donc techniquement, il y a 8 actions différentes. Donc déjà, à son tour, il faut en choisir 3
parmi 8. Mais aujourd'hui, dans les jeux modernes, quel jeu propose de faire 3 actions à chaque tour de jeu? C'est pas possible, ça n'existe plus ça. Donc voilà, Clash of Culture il le fait, parce qu'on est sur du jeu à l'ancienne un peu quand même. Alors ça se fait bien, ça marche bien, mais voilà, ça augmente un peu la difficulté parce que il va falloir réfléchir à l'avance à nos 3 actions, les effectuer dans le bon ordre pour les optimiser. Voilà, et donc un joueur qui serait un peu débutant à ce jeu, il va pas forcément anticiper, et donc à son tour de jeu, il va avoir tendance à réfléchir un petit peu, et donc ça peut ralentir un peu le rythme. Mais voilà, après, quand on connaît le jeu, ça va, on sait ce qu'on veut faire, etc. Mais voilà, ça fait quand même des choses à penser, à réfléchir, ces 3 actions qu'il faut choisir. Voilà, aujourd'hui, dans les jeux modernes, on aime bien les jeux où on a une action à faire. Et comme ça, c'est fluide. On fait une action pour pouvoir faire une autre le tour d'après, et pendant ce temps, les autres joueurs jouent. Voilà, mais bon, Clash of Culture, il est comme ça. Ce que j'avais noté aussi dans ma petite liste, au niveau de la présentation, ce qui m'intéresse, moi, c'est la fin de partie. Parce que là, ce sont des jeux où on va jouer peut-être 3 heures, 4 heures, et donc il y a plusieurs moyens de compter ou de résoudre une fin de partie. Soit on va faire un décompte de points à la fin, et parfois ça peut rajouter 15-20 minutes parce que c'est un décompte qui va être fastidieux. Soit on va avoir une course à l'objectif, le premier qui atteint 3 objectifs par exemple, la fin de partie se déclenche, donc là il n'y a rien à faire à la fin. Clash of Culture, il n'est pas comme ça, il fait partie de ces jeux qui ont un décompte de fin, donc il y a un nombre de manches prédéfinies, avec une petite variante qui permet d'amener un petit peu d'aléatoire sur la fin de partie, mais normalement dans les règles standards, ça se joue en 6 âges différents, d'accord? Et chaque âge est composé de 3 tours. Voilà. Donc finalement, chaque joueur va jouer 18 fois. Et à la fin de la partie, une fois qu'on atteint cette fin de partie, on va compter les points. Mais un des gros avantages de ce jeu par contre, c'est que à la fin, c'est hyper rapide de compter les points. On va tout simplement regarder les objectifs qu'on a validés. C'est 2 points par carte. Facile. On va regarder les merveilles qu'on a construites. Il y a les points de victoire dessus. Ça va vite aussi. On va regarder sur notre plateau joueur. On va compter le nombre de progrès qu'on a développés. Et on va diviser par 2. Donc ça va très vite aussi. On compte, j'en ai fait 18, hop, ça me fait 9 points. Et puis on va regarder sur le plateau. On va compter tous les éléments sur le plateau qui sont à notre couleur. Par exemple là, le joueur violet. Alors les éléments, ce ne sont pas les unités, ce sont les villes et les bâtiments. Le joueur violet, il a 2 éléments à sa couleur. Ça ferait 2 points. Le joueur jaune, il a 3 éléments, puisqu'il a 3 villes, ça ferait 3 points. Voilà. Donc on additionne tout ça. Et c'est fini. Voilà, il y a quasiment que ça à faire. Donc c'est vraiment, ça prend 2 minutes à compter les scores, et puis on ne fait pas des 300 points à la fin de la partie, donc c'est quelque chose qui fait partie de ces points forts. Donc voilà pour la présentation rapide du jeu. Voilà, je trouve que ça suffit, une petite vingtaine de minutes pour présenter le jeu rapidement, ça suffit. On va entrer dans le vif du sujet vraiment, et on va détailler un petit peu ce fameux Clash of Culture qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur jeu de civilisation en jeu de plateau à ce jour. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de civilisation? Puisque c'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Donc moi j'avais défini quelques systèmes de jeu. Je me suis dit, par rapport aux questions qu'on m'a posées, comment on définit un jeu de civilisation? Est-ce que ce jeu est vraiment un jeu de civilisation? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, concrètement? Bon, je me suis un peu creusé la tête. Et les 2 premiers éléments qui me sont venus, c'est jeu de civilisation, on doit jouer une civilisation, ça me paraît logique. Donc est-ce que c'est important de forcément jouer une civilisation dans un jeu de civilisation? Clash of Culture, il propose de jouer des civilisations. On a vu tout à l'heure avec les Celtes, puisque là c'était la partie que j'étais en train de faire, et donc on va avoir des choses qui sont associées aux Celtes.
les guerres tribales, les alliés tribaux, l'influence druidique ou le commerce tribal. Mon adversaire, qui est l'Égyptien, il va avoir d'autres choses, et etc., etc. Jouer des civilisations, ça implique qu'on peut s'attendre à une composante historique dans le jeu. Puisque forcément, on va jouer des civilisations qui ont existé, on s'attend à ce que leur capacité spéciale, puisque souvent il va y avoir une asymétrie, on y reviendra tout à l'heure, colle un petit peu à la réalité, on va dire, à ce qu'on connaît de l'histoire de l'humanité. Donc, il va y avoir une petite, évidemment, une petite composante historique dans le jeu. Par exemple, si on joue les Chinois, il va être question de rizières, il va être question d'une expansion rapide, de feux d'artifice. Si on joue les Aztèques, il va être question de sacrifices humains, l'or des Aztèques, des choses que l'on connaît, qu'on a appris à l'école. Les Romains, ils vont développer des aqueducs. Du moment qu'ils ont développé l'ingénierie, ils seront capables de construire des aqueducs. Les voies romaines, le commerce d'esclaves, les provinces romaines, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Pour Carthage, on a les bêtes de guerre, les fameux éléphants, les mercenaires, l'hégémonie carthaginoise, les Phéniciens, les Babyloniens, les Vikings, voilà, avec leurs fameux dracars, les Grecs, avec les Spartiates, les cités-États, voilà, bref, on va avoir des développements qui vont plus ou moins, même plus que moins, coller à la réalité, et donc on a vraiment l'impression de jouer vraiment, on se met dans la peau des Chinois, des Carthaginois, des Aztèques, et on se prête vraiment au jeu. Au niveau de l'immersion, ce jeu est remarquable. Voilà, ça fonctionne très bien. Tellement le plateau des progrès que je vous remontre ici, c'est tellement développé, il y a tellement de branches différentes, plus les spécificités de chaque civilisation, on se retrouve avec une immersion qui est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, Clash of Cultures, ce qu'il propose. On peut jouer des civilisations, il y a une petite composante historique. Alors évidemment, on n'est pas dans quelque chose de très strict. Vous avez bien vu qu'on peut jouer à la fois, dans une partie on peut trouver des Vikings, des Chinois, des Romains et des Mayas. À quel moment ces civilisations auraient pu se rencontrer? Bon, évidemment, elles n'ont pas forcément toutes vécues à la même époque, mais peu importe. Après, une fois qu'on joue la civilisation, on a quand même cette petite composante historique qui lui colle, et ça marche bien. Et donc ça nous amène à la symétrie. Là, vous en avez déjà vu un petit aspect. Il va y avoir des asymétries dans le jeu. Alors, pas énormément, mais suffisamment pour que le jeu soit très très sympa à jouer. Premièrement, les plateaux joueurs, les gros plateaux, sont tous les mêmes. Voilà, on commence tous avec la même chose. L'asymétrie de départ va résider tout simplement déjà dans les cartes actions et les cartes objectifs qu'on va piocher. On commence avec chacun une carte objectif. Forcément, ça va orienter un petit peu, éventuellement, notre style de jeu et la stratégie qu'on va vouloir développer. Et puis, évidemment, il y a les asymétries des civilisations. En jouant les Celtes, je sais que je vais gagner un avantage avec les barbares, donc l'idée, ça va être d'essayer d'avoir des barbares proches de moi, de ne pas les éliminer, de m'en servir contre mon adversaire. Chose qu'on ne ferait absolument pas avec les Romains, où on irait tout de suite les éliminer pour avoir la paix. Donc d'autres civilisations vont être orientées plutôt vers la mer, d'autres vers la croissance ou la production, d'autres vers le militaire, etc. Donc on a suffisamment d'asymétrie pour définir une stratégie différente par rapport à celle des autres joueurs. Ça, c'est plutôt bien. Et il y a aussi l'asymétrie, comme je disais tout à l'heure, des objectifs. Parce que là, c'est vrai on pioche une carte objectif au début de la partie, mais on va en piocher régulièrement. À chaque fois qu'on va changer d'âge, changer d'ère, on va piocher une carte objectif. Et on peut en avoir peut-être plus. Et donc ça va orienter.
on va parfois se défausser de certaines cartes pour faire des actions, et donc on va trier, on va sélectionner les objectifs qui nous plaisent, et on va s'orienter pour marquer ces objectifs, et essayer autant que possible de les faire coller à notre civilisation, de se débarrasser des objectifs militaristes si on n'a pas du tout l'intention de jouer militaire, d'essayer de récupérer les autres, et donc la stratégie va se développer tout simplement comme ça. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant parce que déjà, à chaque fois qu'on va rejouer à Clash of Culture, eh ben, on ne va pas forcément développer les mêmes progrès au même moment. Vous connaissez tous ces jeux où on sait en début de partie qu'il faut développer ça, ça et ça parce que c'est essentiel. Parce que on a vu que c'était primordial, que c'était fort et que si on ne le fait pas, on va dire qu'on va hypothéquer nos chances peut-être de gagner. Et il y a beaucoup de jeux où il y a un départ qui est un peu le même pour tout le monde et un petit peu le même à chaque partie parce que c'est comme ça. Le jeu presque nous oblige à nous développer au début en tout cas un peu toujours de la même façon. Là c'est pas du tout le cas. Là on peut vraiment partir sur la branche qu'on veut au niveau de l'arbre. Il y a par rapport forcément à nos objectifs et à nos capacités de civilisation, on va aller développer des arbres en particulier dès le début de la partie. Donc non seulement on va pas commencer par les mêmes trucs à chaque fois qu'on joue, mais surtout, si on joue à 3 ou à 4, chaque joueur va partir dans sa direction et on va voir comment finalement ça va se finir. Et ça, c'est un très très bon point pour Clash of Culture. Ensuite, on va parler du terrain de jeu. Jeu de civilisation, pour beaucoup, c'est un plateau de jeu ou des tuiles, comme on voit ici, des terrains à conquérir pour pouvoir agrandir notre territoire et pour pouvoir aller finalement taper l'adversaire. Donc Clash of Culture, il nous propose un système avec des tuiles. Voilà. Donc certains proposent des plateaux qui sont déjà prédéfinis à l'avance. Ça permet de contrôler, de maîtriser certaines choses, le placement des ressources, l'équilibre entre les joueurs, parce qu'ils vont avoir peut-être des positions de départ prédéfinies, le type de terrain, etc. Là, Clash of Culture, lui, nous propose des tuiles qui sont donc dans une forme prédéfinie. Là, on est sur une partie de joueurs. Si je vous montre la forme et la taille du terrain à 2 joueurs va toujours être comme ça, mais les tuiles vont être piochées aléatoirement. Donc on ne va pas connaître le terrain. Vous voyez là, on se retrouve avec un terrain assez particulier. La ville de départ des Celtes est ici. Donc ça, c'est la tuile de départ ici. Je vais vous montrer avec le crayon, on verra mieux. Ça, c'est la tuile de départ commune, c'est-à-dire qu'on commence tous avec une plaine, une montagne, une forêt, un désert. Il y a quelques asymétries par rapport à certaines civilisations, par exemple les Vikings, les Carthaginois, les Phéniciens, qui eux se sont développés sur les mers. Eux, ils commencent avec de la mer, voilà, avec une ville côtière. L'Égypte commence avec 2 déserts plutôt qu'une montagne, parce qu'il n'y a pas de montagne en Égypte, mais il y a du désert. Les Mayas ou les Incas, je ne sais plus lesquels des deux, commencent avec 2 montagnes. Voilà, donc ça c'est pour avoir une petite composante, on va dire, géographique et historique. Voilà, mais sinon, on commence avec la même tuile. Et ensuite, vous voyez là, c'est sympa le terrain, on se retrouve avec de la mer. Alors on ne sait pas si ça va être un lac fermé ou si ça va être carrément la mer ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore découvert. Mais c'est très sympa, parce que l'adversaire, il est en face, il a des villes côtières. J'ai placé une ville côtière ici, ça va permettre de faire un port et d'aller commercer avec mon adversaire ici. Donc ça peut être, voilà, une autre partie, ça aurait pu avoir de la terre et on n'aurait jamais eu peut-être de port et de bateaux. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très sympa. Le plateau de jeu, moi j'aime bien quand on a des tuiles, on découvre le terrain au fur et à mesure, on a toujours des surprises.
ça fait toujours des choses un peu improbables. J'aime beaucoup, et en même temps, ça reste très... c'est improbable dans le sens où c'est tiré au sort, donc on ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais en même temps, ça reste quelque chose de très réaliste. Vous voyez, on n'a pas des choses complètement surréalistes, non, on a des forêts, des montagnes, des plaines, des mers, des rivières, des lacs, voilà. Donc ça marche bien. Et puis, est-ce que on a absolument besoin qu'un jeu d'utilisation soit un 3X ou un 4X? Ça, on le verra au fur et à mesure, hein, au fil des épisodes. Clash of Culture, lui, c'est un pur 4X. Voilà, c'est le 4X de base. Vraiment, on ne peut pas faire plus 4X que Clash of Culture. Il a vraiment les 4, et je vous renverrai vers la vidéo spécifique 4X ou pas 4X de Clash of Culture, que j'ai pas encore mise en ligne, mais si, je l'avais mise en ligne déjà, Clash of Culture, donc je vais vous mettre le lien. Clash of Culture, c'est le 4X par excellence. Voilà. Donc là, on a vraiment le jeu de civilisation pour l'instant, on va dire typique, très classique dans ses mécaniques, dans son fonctionnement, dans ce qu'il propose, etc. Un autre point qu'on avait abordé, c'était la chronologie, puisqu'on aime aussi les composantes historiques. Est-ce qu'on aime qu'il y ait une chronologie historique, une frise chronologique du début à la fin de la partie? Alors, certains jeux le proposent. Clash of Culture, on peut pas dire qu'il y ait vraiment une chronologie dans Clash of Culture, dans le sens où il n'y a pas des ères qui sont nommées et historiques, c'est-à-dire qu'on commence pas la partie à l'ère antique, puis l'ère classique, puis l'ère médiévale, etc. Non, là on est juste sur l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3, ou l'ère 1, l'ère 2, l'ère 3. Évidemment, plus on va avancer, plus on va être puissant, mais parce qu'on aura développé plus de progrès. Donc on aura plus d'actions, on aura plus de choses, mais pas forcément parce que le jeu nous propose des technologies qui vont être de plus en plus fortes. Voilà. Là, dans ce jeu, puisque c'est nous qui choisissons les technologies, on peut les prendre un petit peu dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, je vous remontre un plateau joueur. Le plateau standard suffira, on n'a pas besoin des plateaux civilisation. Là, on va choisir tout simplement les branches qu'on veut développer. On commence la partie avec le travail de la terre en agriculture pour pouvoir récolter de la nourriture et du bois. Et puis, on a l'extraction dans l'arbre de la construction pour pouvoir extraire de la pierre des montagnes. On commence toute la partie avec ça. Ok, très bien. Ensuite, on va développer, c'est-à-dire que le premier progrès que je pourrais développer, à mon premier tour de jeu, je pourrais tout de suite découvrir l'ingénierie. Voilà. Je pourrais découvrir l'ingénierie avant même le troc, la pêche, ok. Mais je pourrais aussi développer tout ce qu'il y a là avant d'aller dans un autre arbre. Donc je pourrais connaître l'irrigation, l'élevage, l'ingénierie, l'hygiène, construire des routes, alors que je ne sais toujours pas pêcher, par exemple. Bon. Ensuite, quand on va développer dans un autre arbre, ça c'est parce qu'on commence déjà avec deux trucs ici. Si j'ai envie de développer la marine, par exemple, quand je vais ouvrir un nouvel arbre, c'est-à-dire si je vais développer quelque chose alors qu'il n'y a rien, je suis obligé de prendre le premier. Donc là, il y a quand même une petite logique qui est respectée. Je dois commencer par la pêche, et ensuite, je peux développer la navigation, la cartographie, les navires de guerre dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire que je peux très bien, en début de partie, découvrir la pêche. Cool, ça me permet de pêcher, de récolter de la nourriture dans l'eau. Ça me permet de construire des ports, très bien.
les ports vont me permettre de construire des bateaux, mais je ne suis pas obligé. Par contre, dans le même tour, je peux très bien développer directement les navires de guerre. Donc je peux faire au tour 1, découvrir la pêche et les navires de guerre. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même un petit truc qui quand même nous oblige à prendre le premier, l'écriture avant la philosophie ou l'enseignement public, les manœuvres avant la conscription, les mythes avant la religion d'État, les maths avant d'autres trucs, les arts avant d'autres trucs, le troc avant la fiscalité évidemment, mais rien n'empêche de découvrir la fiscalité avant la monnaie. C'est quand même bizarre. Ou la fiscalité avant le commerce, ou le commerce avant la monnaie, vous voyez. Voilà. Donc on doit commencer par le troc, ok, mais après on est libre de prendre celui qu'on veut. Donc il y a une petite logique qui est respectée, mais il n'y a pas non plus une chronologie, comme on peut voir dans d'autres jeux, où on va faire le troc, puis on développe la monnaie, puis ça nous amène au commerce, et puis aux impôts, ou l'inverse, enfin, bref. Voilà. Donc on n'a pas vraiment cette notion vraiment de chronologie et de réalisme dans le développement de notre civilisation. Mais c'est pas très gênant. C'est pas très gênant parce qu'il y a quand même ce côté où on doit quand même prendre le premier de la branche. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas ça exactement. Et donc, ça nous amène à l'arbre de progression. Ben c'est ça, c'est ce plateau en fait. Hein. Ce plateau joueur, c'est notre arbre de progression avec toutes les branches qui sont là, disponibles. Voilà. Et on est dans un jeu où, à notre tour de jeu, on peut décider de développer, on a juste besoin de dépenser de la nourriture, ou de la science, ou de l'or, pour pouvoir faire un progrès. Voilà, donc on est vraiment très libre dans nos actions. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà pour ce que propose Clash of Culture au niveau de la chronologie et de son arbre de progression. Vous avez vu, on choisit nous, on met des cubes, et mais c'est super beau, hein, parce que le plateau, il y a plein de choses, il y a plein d'informations partout, et c'est très très agréable d'aller chercher ce qu'on veut développer et d'essayer de trouver les combos, parce qu'évidemment, il va y avoir des combos entre certains trucs. Je peux vous en donner deux petits exemples rapidement. Par exemple, il y a un petit combo qu'on peut faire en début de partie, on peut développer l'irrigation qui nous permet de récolter de la nourriture dans le désert. Effectivement, si on est capable d'irriguer, on peut amener à cultiver des choses dans un désert. Donc ça, c'est pas mal. On peut le comboter avec l'hygiène. L'hygiène nous permet de recruter un colon, non pas un deuxième colon en fait. Quand on va recruter un colon, on va pouvoir dépenser un jeton de bonheur plutôt que de la nourriture pour en recruter un deuxième. Et donc il y a un petit combo qui fait que on va pouvoir en un tour avoir plusieurs colons prêts à aller explorer la carte. Et ça, vous le verrez dans ma partie filmée puisque je l'ai montré, ce petit combo. Mais il y en a d'autres. Par exemple, regardez, si on développe la spiritualité, admettons, on est une civilisation assez mystique qui va s'orienter vers quelque chose de spirituel, on va commencer par développer des mythes. Des mythes pour construire des temples. Ok. Ensuite, on peut tout de suite sauter sur le clergé. Voilà, on peut développer le clergé rapidement. Et le clergé, regardez ce que ça dit. Une fois par tour, lorsqu'on fait l'action de progrès, on peut acquérir un progrès scientifique sans dépenser de nourriture. Autrement dit, gratuitement. Donc, développer le clergé avant de développer les sciences, ça peut être intéressant parce que tout ça, ça pourra être gratuit. Mais dans les sciences, si on développe les mathématiques, ça nous permettra d'acquérir l'ingénierie et les routes sans dépenser de nourriture. Ingénierie et routes sont là. L'astronomie nous permet de développer la navigation et la cartographie sans dépenser de nourriture. Si on connaît l'astronomie, si on est calé en astronomie, forcément,
ça va nous faciliter la tâche pour la navigation et la cartographie. Vous voyez, donc il y a des ordres, il y a des combos qu'on peut mettre en place. Alors on ne pourra pas toujours le faire parce que peut-être on va avoir des priorités ailleurs, mais c'est bien d'étudier ce plateau, ça fait vraiment partie du plaisir du jeu, de regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire, de dire ah ouais, ça m'intéresse. Ah oui, mais si je fais ça avant, je vais pouvoir avoir ça gratuitement. Ah ouais, mais si je fais ça avant, c'est ça que je vais pouvoir avoir gratuitement. Du coup, ça repousse peut-être le truc qu'on voulait au départ, mais ça peut être intéressant de garder nos ressources pour autre chose, notamment recruter des unités. Donc voilà, c'était un petit exemple, mais il y a des petites choses comme ça, et ça fait vraiment partie du plaisir du jeu de découvrir cet arbre. Moi, je connais bien le jeu, et pour autant, j'ai besoin de le relire à chaque fois, parce que je ne me rappelle pas de tout. Évidemment, j'y joue pas tous les jours, et puis je joue à plein d'autres jeux entre, et voilà, pour pas me mélanger. Mais quel plaisir de redécouvrir ce tableau de développement dans Clash of Culture. Allez, on passe à la petite rubrique suivante. On va parler des gestions de ressources. Comment elles sont utilisées. Est-ce qu'on va s'en servir pour construire des villes et des bâtiments spécialisés, voire des merveilles? Est-ce qu'on est dans un jeu qui fonctionne comme ça? Ben oui. Clash of Culture, il fonctionne exactement comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu avec un gameplay à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va prendre une de nos actions pour aller faire de la récolte. On va prendre du bois, on va prendre de la pierre. Cette pierre, on va s'en servir pour construire, pour recruter, construire une ville, construire des bâtiments. On peut, voilà. Donc c'est vraiment un jeu où on a besoin d'aller prendre les ressources avant pour pouvoir les utiliser dans une action future, dans une action. Donc c'est vraiment à l'ancienne. On voit plus beaucoup ça maintenant, hein, des jeux où on a une action de récolte de nourriture. Ça alourdit un peu le gameplay, mais voilà, c'est comme ça. Clash of Culture, il est comme ça. Et dans Clash of Culture, on peut construire beaucoup de choses. On peut donc former des unités. Je vous ai pas parlé dans le matériel du plateau d'aide de jeu, qui est très très bien. Alors je dis carrément un plateau parce que c'est carrément une tuile en carton, hein, avec d'un côté le jeu de base. Bon, on l'oublie, hein. Quand on achète la Monumental Edition, on va pas se contenter de jouer au jeu de base. Non, on va prendre de ce côté où il y a tout. Je vais même l'éloigner un peu tellement il est grand le plateau là. Voilà, là on voit toutes les unités qu'on peut construire, le colon, l'infanterie, le navire, la cavalerie, l'éléphant, et on peut recruter le chef, avec différentes ressources, de la nourriture et de la pierre, du bois, de la nourriture et du bois, de la nourriture. Le chef c'est un peu différent puisqu'on va plutôt l'embaucher, pas vraiment, mais le faire apparaître grâce à de la culture et du bonheur. On va pas vraiment le recruter, hein, c'est un personnage illustre qui va naître dans notre civilisation si elle le mérite. Et puis on a tous les bâtiments à construire. Alors eux, on les construit tous avec le même coût, un de nourriture, une pierre, un bois, et on a nos bâtiments. Même chose pour les merveilles, si je vous montre une merveille au hasard, je remélangerai le jeu. Par exemple la grande bibliothèque. Bon ben la grande bibliothèque, il va falloir plein de ressources. De la pierre, du bois, de la nourriture et beaucoup de culture. Et il va falloir déjà avoir développé la philosophie pour pouvoir construire la grande bibliothèque. On reviendra un peu plus tard sur les merveilles. C'est quelque chose, c'est un des points forts du jeu, ces merveilles. Donc dans Clash of Culture, la gestion de ressources, elle est très simple, mais on va dire, elle fait un peu partie du passé. On va choisir une action de récolte, on va cumuler des ressources qu'on va dépenser pour construire ou pour recruter. Voilà. Donc c'est comme ça que le gameplay a été construit. Ça fonctionne, hein, mais je trouve que ça alourdit un peu. Vous voyez, le fait qu'on doive choisir 3 actions par tour, bah forcément on va faire de la récolte, puis on va construire ou recruter lors du même tour. Alors que maintenant, beaucoup de jeux modernes font en sorte qu'ils utilisent différemment les ressources pour qu'on ait besoin de faire moins d'actions et que les ressources soient quand même utilisées. Et là,
on verra quand on parlera de Civilisation par exemple. Dans Civilisation, on voit que là c'est un gameplay moderne qui a été réfléchi, ils ont réinventé quelque chose, là où Clash of Cultures se contente de mécaniques très très basiques qui datent de plusieurs années en arrière. Voilà, donc ça alourdit un peu le gameplay, mais bon voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on s'en sort un peu. Voilà, au début on va prendre un peu plus de temps, mais après ça va quand même rapidement. Ensuite, pour les constructions, dans Clash of Culture, on peut construire, comme je vous disais, pas mal de choses. Même beaucoup de choses. Alors, on va faire un petit zoom ici. Je vais profiter de mon plateau. Je vais rajouter des éléments parce que j'ai peur après de plus savoir où j'avais mis mes trucs. Je vais prendre l'élément rouge, comme ça on va bien le voir. Voilà une ville. Construire une ville dans Clash of Culture, c'est très simple. On a un colon qui se balade, on va le déplacer, et au moment où on va fonder une ville, on va remplacer, c'est une des actions qu'on peut faire, on remplace notre colon par une colonie. Bon, imaginez c'est de la même couleur, hein. Je remets mon truc ici pour pas foirer ma partie. Donc il vient ici, il fonde une ville. Le colon disparaît, il fonde une ville. C'est ce qu'on appelle une colonie. Voilà, une colonie. Et là, on arrive à quelque chose qui est excellent dans ce jeu, et je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur la mécanique sympa de Clash of Culture, c'est justement les villes de ce jeu. Les villes de ce jeu, on place une ville comme ça, et puis on va pouvoir ensuite y construire des bâtiments. On va pouvoir y rajouter par exemple un observatoire, et bim, la ville grossit. On la voit grossir sous nos yeux, et donc visuellement, tout de suite on voit la taille de la ville. Il y a 2 éléments, taille 2, il y a un élément, taille 1. Ville de taille 1, c'est une petite ville, c'est une colonie. On rajoute un bâtiment, ville de taille 2, attention, c'est une ville qui est déjà un petit peu plus importante, elle va pouvoir recruter plus d'unités, elle va pouvoir influencer culturellement, petit spoiler pour la suite, des villes à plus grande distance. Et ça c'est vraiment excellent. Donc on ne peut pas mettre 2 fois le même bâtiment dans une ville, mais on peut rajouter par exemple une forteresse qui va l'aider à se défendre. Et vous voyez comment la ville se construit? Visuellement c'est excellent. Là on a une ville de taille 3. Voilà, ville de taille 3. Donc on commence à avoir une grosse ville, hein. Et puis on peut rajouter encore quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un temple, allez. Voilà. On rajoute un temple, ville de taille 4. Et puis, il reste encore une place. Et une ville ne peut pas être plus que de taille 5. C'est le maximum. On n'y arrive pas souvent hein, dans la partie à avoir beaucoup de villes de taille 5 parce qu'il faut... Vous allez voir que Clash of Culture, ça demande beaucoup de choses à gérer. Mais par exemple, on pourrait rajouter à cette ville une merveille. Par exemple, y construire les pyramides. Vous voyez un peu la gueule que ça a? Voilà, ça c'est quand même excellent. Et là, sur le plateau, on a une énorme ville de taille 5 qui va rayonner, qui va influencer très loin autour d'elle, qui va recruter énormément d'unités, qui va récolter beaucoup de choses, donc elle va produire énormément. Et donc ça, c'était justement la mécanique sympa que j'avais mis en avant. La taille de la ville définit sa puissance en fait, sa puissance culturelle, sa puissance de production, sa puissance militaire. Voilà, donc là on est sur une très très grosse ville. Et donc dans ce jeu, pour répondre finalement à la question, on peut construire des villes sur le plateau, on peut s'étendre, hein, on a vu c'était un 4X. On peut construire des bâtiments spécialisés. Donc là j'ai mis un peu au pif, mais on a une ville qui a un bâtiment scientifique, un bâtiment culturel, un bâtiment religieux et un bâtiment militaire pour la défendre. Mais ça aurait pu être un marché, ça aurait pu être un port pour le commerce, ça aurait pu être un obélisque pour la culture. Est-ce qu'il m'en manque? Oui, il manque l'académie. L'académie qui fait gagner de la science. Voilà, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est excellent dans ce jeu.
la construction de bâtiments spécialisés. Voilà. Et donc la construction de merveilles, on l'a vu, et on va parler un petit peu plus en détail des merveilles tout de suite. Alors qu'est-ce que je voulais dire de particulier sur les merveilles? Encore une fois, un gros point fort de ce jeu. Alors je vais retirer ça. Voilà, pour remettre ma partie comme elle était initialement. Un gros point fort de ce jeu au niveau de ses merveilles. Alors il y a deux... La règle du jeu, en fait, pour les merveilles, c'est qu'on pioche à certains moments du jeu, on va pouvoir piocher une carte dans le paquet merveille. Quand on découvre l'ingénierie, on pioche une carte merveille. Et puis, je crois qu'il y a un autre endroit, je ne sais plus à quel endroit, il faudrait que je revérifie. C'est quand on découvre dans l'arbre tradition les monuments. On va piocher une carte merveille. Dans ce jeu, la règle standard, c'est que lorsqu'on pioche une carte merveille, on garde secret la merveille qu'on va pouvoir construire. Admettons, je découvre l'ingénierie, je pioche et je tombe sur les grandes pyramides. Ok. Et ça, en fait, c'est la merveille que moi je vais pouvoir construire. Et les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai en main. Donc il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est que forcément, ça peut être une merveille qui ne va pas forcément m'intéresser par rapport à ses pouvoirs. C'est aussi une merveille qui, par exemple, les grandes pyramides, pour pouvoir la construire, il faut déjà avoir découvert les rituels, en plus d'avoir toutes les ressources. Les rituels, c'est dans l'arbre spiritualité. Peut-être que moi, je fais une partie où je ne suis pas du tout allé dans la spiritualité et la religion. Donc les grandes pyramides, ça ne va pas m'intéresser. Donc soit je vais essayer de piocher une autre carte merveille à un moment donné, soit je ne pourrai jamais construire de merveille. Donc ça c'est un petit inconvénient, mais passons. Par contre, il y a un avantage. Ce qui est sympa, c'est que mon adversaire, admettons, il a pioché une carte merveille. Je ne sais pas ce qu'il a pioché, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je vois qu'il est en train de cumuler des ressources. Donc je me dis, il va vouloir construire sa merveille, mais je ne sais pas laquelle c'est. Et ça, il y a un côté sympa, parce que on peut se dire, on sait que notre voisin, plus ou moins proche, est en train de construire quelque chose, mais tant que c'est pas fini, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, bim, ça peut être la surprise. Et parfois, ça peut être une mauvaise surprise. Par exemple, si c'est quelque chose qui vraiment va l'aider à se développer dans un domaine, alors que nous, on le visait aussi. Enfin bref. Donc ça, c'est la règle standard. Mais il existe une variante où, lorsque chaque joueur pioche une carte merveille, au lieu de la garder dans sa main, il la pose et on fait un marché de merveilles. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus classique qu'on voit dans les autres jeux. Il y a une liste de merveilles qu'on va pouvoir construire et c'est le premier qui l'a construit. Donc là, c'est beaucoup plus ouvert et donc on va pouvoir savoir par rapport à, notamment aux prérequis, on va voir qui peut faire quoi. Vous voyez, par exemple, la philosophie, quelqu'un qui est parti militariste, qui a développé l'autocratie, le totalitarisme, etc., on se doute bien qu'il ne va pas pouvoir construire la grande bibliothèque. Il sera dans quelque chose de beaucoup plus militaire. Donc c'est une autre façon de jouer, je ne sais pas laquelle je préfère, mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce jeu, un de ses points forts, c'est que construire une merveille, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose, on ne va pas, à la fin de la partie, un joueur n'aura pas construit 3 merveilles. Si on arrive déjà à en construire une, c'est pas mal. Parce que ça demande beaucoup de ressources, ça demande que, voilà, on se développer au bon machin. Donc c'est vraiment pas simple de construire une merveille. Et du coup, ça rend la chose vraiment beaucoup plus rare et plus précieuse et plus prestigieuse. Par exemple, quand on parlera de civilisation, une nouvelle fois, civilisation, c'est pas du tout le cas, c'est complètement différent. Dans civilisation, à partir d'un certain moment, on va pouvoir quasiment construire une merveille à chaque tour. En tout cas, on va en avoir
à la fin de la partie, on va en avoir une dans chaque ville. Voilà, là c'est pas du tout le cas. Là on essaye d'en avoir une et on essaye de prendre celle qui va coller à notre façon de jouer, à notre stratégie. Et ça, je trouve ça un très très bon point pour ce jeu. Le côté merveille n'est pas banalisé en fait. Et ça c'est vraiment très très cool. Allez, venons-en maintenant à la guerre. Il y a des jeux de civilisation dans lesquels il n'y a pas de guerre. Et ça, je sais que pour certains joueurs, ça pose problème. Pour certains joueurs, un jeu de civilisation doit avoir une composante guerrière. On doit pouvoir faire la guerre à nos voisins. Je suis tout à fait d'accord. Même si des jeux comme Mosaïque, par exemple, où il n'y a pas de guerre, il y a seulement certaines technologies qui vont nous permettre d'éliminer des unités adverses, mais il n'y a pas de guerre. Là, dans Clash of Culture, encore une fois, comme on est sur un jeu de civilisation très classique dans ses mécaniques, là, évidemment, on a la guerre. On a la guerre et on l'a vraiment de façon très classique, encore une fois. C'est-à-dire qu'on va... Vous avez vu les unités qu'on peut construire. Il y a des fantassins, il y a de la cavalerie, il y a des éléphants. Donc on ne se contente pas juste de construire une armée et de la faire se déplacer sur le plateau. Non, on a vraiment des unités différentes qui vont se battre différemment, qui vont avoir des puissances différentes. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé au niveau de la guerre. On va pouvoir faire intervenir nos cartes actions pendant les guerres. Voilà, par exemple, on peut la provocation, par exemple, si on se fait attaquer en défense, on peut provoquer notre adversaire et peut-être l'amener dans un traquenard ou des choses comme ça. On peut faire appel à des mercenaires. Enfin voilà, il y a des twists en plus, donc c'est vraiment très sympa. Et puis les guerres se font à coup de lancer de dés. On élimine les unités les unes après les autres. Non, c'est pas mal. C'est un aspect important du jeu, même si il peut se passer des parties où il n'y a pas de guerre. Voilà. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça finit pas systématiquement en guerre. Souvent quand même, hein, parce qu'à un moment, voilà. Mais on peut aussi faire en sorte de se défendre en construisant des forteresses, en ayant quelques unités, mais ne pas partir en guerre, juste se défendre. Et c'est sympa aussi, et jouer plutôt religion ou culture. Voilà, donc ça la guerre est présente dans ce jeu. Et évidemment, on va pouvoir prendre les villes adverses, bien sûr, hein, donc c'est un peu le principe. Et on peut même, alors dans ce jeu, on peut même éliminer un joueur. Il me semble de mémoire, là j'ai un petit doute, mais je crois qu'on peut éliminer un joueur dans ce jeu, et je crois que il me semble que ça déclenche une fin de partie. Il me semble que s'il y a un joueur qui est éliminé, c'est-à-dire qui perd sa dernière ville, il n'y a pas un truc un peu comme ça? Je vais vérifier, j'ai un petit doute là. Alors oui, voilà, j'ai été voir, effectivement, j'ai eu du mal à retrouver, mais la partie se termine à la fin de l'époque 6. Je vous montre carrément, c'est marqué là, vous voyez. Ou au début d'une phase bilan, si au moins un des joueurs n'a plus de cité. Donc dès qu'un joueur a été vaincu, a été éradiqué, la partie se termine. C'est pas mal ça aussi, j'aime bien. J'aime bien cette idée bon, c'est assez rare quand même, hein, cette condition de fin de partie, mais voilà, je voulais juste le préciser. J'avais peur de dire une bêtise, mais il me semblait qu'il y avait cette condition. Ok, donc là on a vu tous les points les plus classiques des jeux de civilisation. On va faire un petit récap très vite. Le fait de jouer des civilisations, d'avoir une composante historique, quelque chose qui colle un peu à l'histoire de l'humanité, des asymétries de départ, de civilisation, les objectifs cachés, on a vu les tuiles 4X avec de l'exploration, on a vu l'arbre de progression, l'arbre de développement, comment il était proposé dans Clash of Culture, qu'il n'y avait pas forcément un réalisme très poussé, mais que ça restait
très convenable et que c'était pas du tout gênant. On n'a pas quelque chose de très chaotique, pas du tout. On a vu comment la gestion de ressources était proposée dans ce jeu, la construction de villes, de bâtiments spécialisés, les merveilles, la richesse et la valeur des merveilles, et puis la présence de guerre dans le jeu. Maintenant, il y a aussi une autre catégorie, les derniers points, et je vais en parler un petit peu maintenant, c'est les choses qui sont beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire, c'était la notion de bonheur dans la population, la possibilité d'établir une économie poussée entre deux joueurs, la présence d'influences culturelles, la présence de diplomatie ou d'alliance ou d'espionnage. Et puis on peut rajouter aussi, est-ce qu'il y a des notions de quelque chose qu'on m'a suggéré là récemment, de système politique dans le jeu qu'on peut mettre en place. On va en parler rapidement. Alors pourquoi ces éléments-là, je les garde pour la fin? Parce que tout simplement, ce sont des éléments qui sont souvent très présents dans les jeux vidéo de civilisation, mais dans les jeux de plateau, on les voit quasiment jamais. Et pourtant, ils sont extrêmement importants. Être capable de gérer le bonheur ou le mécontentement de la population, ça devrait être la base d'un jeu de civilisation, où on joue des dirigeants, ne pas tenir compte de l'état de bonheur de la population, c'est assez étrange. Clash of Culture le propose de façon très simple et en même temps très efficace. En fait, ça va être un bonheur localisé. C'est-à-dire que chaque ville va avoir un état de bonheur. Une ville avec un jeton comme ça est une ville heureuse. Une ville sans jeton est une ville neutre. Une ville qui aurait un jeton retourné rouge est une ville mécontente. Et les conséquences sont très importantes. Une ville neutre, tout simplement, c'est sa taille qui va définir sa puissance d'action. Une ville de taille 1 neutre, elle va pouvoir récolter dans une case. Soit celle où elle est, soit une case adjacente. C'est-à-dire que cette ville, elle va pouvoir prendre un bois, ou un bois, ou un bois, ou une pierre ici, mais elle ne pourra pas prendre de nourriture ici puisqu'il y a une autre ville. Elle ne peut pas récolter là où il y a une autre ville. Si jamais on a développé la pêche, elle pourrait prendre une nourriture dans l'eau, ici ou ici. Une ville de taille 1, elle peut aussi recruter une unité. Ok, taille 1, elle recrute 1, taille 1, elle récolte dans une case. Une ville de taille 1, elle peut, petit spoiler pour la suite, influencer, rayonner culturellement à 1 de distance. C'est une petite ville, elle va pouvoir influencer culturellement une ville adjacente. Voilà. Le colon est tombé, on va le remettre. Ici, vous avez une ville de taille 1, mais qui est heureuse. Une ville de taille 1 heureuse, elle va compter un peu comme si elle était de taille 2, c'est-à-dire qu'on va rajouter 1. Donc une ville de taille 1 heureuse, elle peut récolter dans une case parce qu'elle est de taille 1, plus une parce qu'elle est heureuse. Donc cette ville de taille 1, elle va quand même pouvoir récolter dans 2 cases. Donc elle va pouvoir récolter du bois et de la nourriture, ou de la pierre et du bois, etc. Mais elle peut aussi recruter 2 unités. 1 plus 1 parce qu'elle est heureuse. En gros, c'est une ville qui est plus productive. Elle est heureuse, la production est augmentée. Et elle va pouvoir aussi influencer, rayonner culturellement de 1 de distance de plus. Donc cette ville de taille 1, elle va pouvoir influencer culturellement une ville qui serait à 2 de distance, qui serait là par exemple, ou là, ou là. Donc c'est extrêmement important de garder nos villes heureuses. Ça apporte un énorme bonus, surtout en début de partie parce que des villes de taille 1 c'est très limité, donc si elles sont heureuses, c'est pas mal quand même.
Savoir aussi que augmenter le bonheur va être de plus en plus difficile à mesure que la ville va grossir. Une ville heureuse, en début de partie, va rester heureuse, elle va grossir, elle peut aller taille 2, taille 3, taille 4, elle va rester heureuse, ça ne va pas influencer. Par contre, rendre heureuse, si cette ville-là, elle était de niveau 4, de taille 4, ben ça coûterait beaucoup plus cher de la rendre heureuse, plutôt que de la rendre heureuse au début et de la garder heureuse à fur et à mesure qu'elle grossit. Ça, c'est une stratégie, évidemment, à essayer de mettre en place et de ne pas perdre ce statut de ville heureuse au fil de la partie. Une ville mécontente maintenant. Alors pour ça, je vais donner un autre exemple. Pour une ville mécontente, si je reprends la ville que j'avais faite tout à l'heure. La ville rouge ici. Elle a une forteresse, elle a une académie, elle est donc de taille 3. Une ville de taille 3, techniquement, elle peut récolter dans 3 cases, elle peut recruter 3 unités, et elle peut rayonner culturellement à 3 de distance. Donc elle pourrait influencer ces deux villes-là. Bon, entre parenthèses, ça n'a aucun intérêt parce qu'on peut influencer uniquement les bâtiments et non pas le cœur de la ville. Mais c'est juste pour l'exemple. Maintenant, si cette ville était mécontente, et tout à l'heure on va voir comment on peut rendre une ville mécontente. Ben, cette ville, en fait, quelle que soit sa taille, si elle est mécontente, elle est considérée comme étant une ville de taille 1. C'est-à-dire que cette ville, même si elle est de taille 3, elle peut recruter qu'une seule unité, elle peut récolter que dans une seule case, et elle peut influencer uniquement à 1 de distance. Donc ça, c'est une ville qui est mécontente, donc elle n'est pas productive, les gens ne veulent plus travailler, parce qu'ils ont des... Voilà, ils ont des préoccupations, et il faut s'occuper de la population de cette ville. Alors comment on rend une ville, comment on change le statut? Alors l'augmenter, c'est facile, c'est une action de notre tour qui peut être améliorer le bonheur, et tout simplement, on va dépenser des jetons bonheur qu'on aurait accumulés dans notre réserve, on va les dépenser pour augmenter. Ville de taille 3, il faut en dépenser 3 pour augmenter le statut, et donc cette ville, en dépensant 3 jetons, elle passerait neutre. Et puis en dépensant encore 3 jetons, elle passerait heureuse. Donc là, ça m'aurait coûté quand même 6 jetons pour la passer de mécontente à heureuse. A l'inverse, une ville heureuse, on peut à chaque tour activer une ville, donc soit pour récolter, soit pour recruter une unité, soit pour construire un bâtiment. Donc admettons, cette ville décide de récolter des ressources, donc elle est de taille 3 plus 1 parce qu'elle est heureuse, donc elle peut prendre dans 4 cases. Donc elle va pouvoir prendre une nourriture, plus un bois, plus une nourriture, plus une pierre. Donc elle va récolter 4 ressources au total. Très bien. Maintenant, j'ai envie d'utiliser ces ressources pour former des unités. Ben, je vais réactiver la même ville. Si je réactive une ville une deuxième fois lors du même tour, ben, forcément, tu demandes un surplus de travail. Hop, son statut va baisser. Et donc je vais pouvoir faire l'action, mais cette ville ne sera plus heureuse, elle sera juste neutre. Et si je le refais encore, elle va passer mécontente. Voilà comment... C'est quand on tire trop sur la corde, tout simplement. Pour chaque tour, si on active plusieurs fois la même ville, elle va pas trop aimer ça. Donc voilà pour la présence de bonheur, c'est dans Clash of Culture, c'est géré de façon très simple, mais ça marche très très bien. Et surtout, c'est présent. Ensuite, l'économie. Je me suis posé la question de est-ce que dans un jeu de plateau de civilisation, on peut mettre en place une économie entre 2 joueurs? Est-ce que 2 joueurs peuvent développer une économie entre eux pour avoir des bonus tous les deux au détriment d'autres joueurs qui n'auraient pas développé
leur côté économique. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ça dans Clash of Culture? Pas exactement. Dans Clash of Culture, il n'y a pas de, on va dire, de notion de caravane commerciale ou de route commerciale. Il n'y a pas ça. Il y a du commerce, mais c'est du commerce passif. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer une caravane, par exemple, de cette ville à travers l'eau, par exemple, un navire marchand, on l'enverrait vers cette ville ici pour gagner quelque chose, pour que les deux peut-être gagnent quelque chose, etc. Et donc se boostent mutuellement. Non, on n'a pas ça. On a dans le plateau joueur, vous avez bien vu que tout à l'heure vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y avait une branche économie, donc on peut développer son économie, hein. On peut commencer par le troc. Le troc nous permet de construire le marché nous permet de recruter à la fois de la cavalerie et des éléphants. Bon. Le troc nous permet aussi de gagner une action gratuite, mais tout simplement c'est on défausse une de nos cartes pour gagner de l'or ou de la culture. Bon, là il n'y a pas d'économie entre joueurs, hein, c'est juste nous, on fait du troc avec on ne sait pas qui, avec l'univers, on vire une carte, on gagne de l'or. Super, c'est très important, mais c'est pas ce qu'on recherche. On a ici la monnaie par exemple. Alors la monnaie, ça va avoir une influence sur ces deux actions, donc on va le regarder après. Ben, le commerce, est-ce qu'on peut mettre en place un commerce? C'est comme ça que dans ce jeu, c'est gérer le commerce. Au début de notre tour, c'est pour ça que je disais que c'était passif, on va gagner 1 de nourriture, donc déjà c'est de la nourriture, obligatoirement, par navire ou colon que l'on possède et qui serait situé à 2 cases ou moins d'une ville adverse qui ne soit pas mécontente. Ça veut dire tout simplement que si, il ne faut pas que j'oublie mon colon, il est ici, je vais plutôt prendre un navire, ça sera plus simple, si j'en trouve un, voilà. Admettons, j'ai construit un port, j'ai fabriqué un navire, et mon navire il est ici. Il est dans la baie, devant ma ville. Mais si j'ai développé le commerce, au début de mon tour, ce navire étant situé à 2 cases ou moins d'une ville adverse, c'est le cas ici, ben ce navire, passivement, il me rapporte 1 de nourriture, parce que cette ville est heureuse en plus. Donc voilà, le fait d'avoir développé le commerce et d'avoir un navire présent ici, me fait gagner 1 de nourriture à chaque début de tour. Alors c'est très intéressant, c'est bien pensé, parce qu'on peut établir une stratégie là-dessus. On peut développer ça et essayer d'avoir des colons et des navires un peu partout pour qu'en début de tour, alors il y a un max, hein, c'est un max de 4, on peut à chaque début de tour gagner 4 nourritures gratuitement. Donc c'est une très bonne stratégie, mais c'est pas exactement ce qu'on recherche. On n'a pas une économie qui va être vraiment mise en place par les deux joueurs exclusivement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il y a une économie qui est présente et c'est déjà sympa qu'on ait ça. Et puis, les autres trucs, c'est la monnaie, ça permet d'améliorer l'effet du commerce, c'est-à-dire que plutôt que de gagner une nourriture, on peut prendre un or. Alors ça c'est mieux parce que l'or remplace toutes les ressources. Donc si on a le commerce plus la monnaie, on va prendre des ors. On peut avoir jusqu'à 2, 3, 4 ors gratuitement en début de tour. Là ça devient très puissant. Et puis la fiscalité, c'est ça nous offre une nouvelle action qu'on peut effectuer une fois par tour, qui est de dépenser un jeton bonheur de notre réserve pour gagner une ressource au choix pour chacune de nos villes. En gros, c'est les impôts, hein. On dépense du bonheur. Alors, le statut de la ville ne change pas, hein. C'est des jetons bonheur qu'on a en réserve, qu'on a gagné, qu'on dépense, pour gagner une ressource par ville. Donc c'est très bon aussi, hein. Plus on a de villes, plus ça va être intéressant, etc. Il faut avoir beaucoup de jetons bonheur quand même, mais voilà. Par contre, on n'a pas d'économie qui va être mise en place par deux joueurs vraiment. Voilà. Donc voilà comment l'économie est gérée dans le jeu. Et
Peut-être on y reviendra un petit peu, parce qu'il y a des petits twists dans les cartes événements, ou dans... voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'influence culturelle. Là, vous avez bien compris qu'il y avait une influence culturelle dans le jeu. Comment elle fonctionne? Alors, on va redonner un exemple. Admettons, j'ai un adversaire présent ici. Il est venu, donc, un peu agressif, mais quand même, il a construit une forteresse parce qu'il s'est dit, je me suis un peu approché, une forteresse et un temple. Voilà, il est là. Il est proche, il a une ville de taille 3. Il va pouvoir essayer d'influencer. Alors, l'influence culturelle, c'est une des actions qu'on peut choisir à notre tour. Tout simplement, on va dépenser des jetons de culture. Alors, comme les jetons de bonheur, on va pouvoir cumuler des jetons de culture qui vont nous servir justement pour cette action. Donc, dans un premier temps, on regarde la distance d'influence. C'est une ville de taille 3. Elle peut influencer jusqu'à 3 cases. Donc, cette ville ici peut influencer mes 2 villes qui sont là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'influence ne fonctionne que sur les bâtiments. Donc, admettons, ici, j'avais un observatoire. Et puis, je vais mettre un port, puisque j'avais mis un bateau. Voilà, je mets un port. Ici, c'est une ville côtière avec un port et un observatoire. Cette ville va essayer d'influencer culturellement celle-là. Elle le peut, hein, elle est à 3 de distance, ça peut aller à travers l'eau, donc elle peut la toucher. Alors comment ça fonctionne? On va tout simplement lancer un dé, et on va essayer de faire un 5 ou un 6. C'est-à-dire que quand on va faire l'action de rayonnement culturel, basiquement on a une chance sur 3 de réussir. Alors admettons, le rouge lance le dé, il fait un 5, donc il réussit, et donc il va pouvoir influencer un des 2 bâtiments qui appartient à violet. Alors admettons, il influence son port, voilà, et donc l'élément passe à la couleur du joueur rouge. Ça change quoi pour le joueur violet? Ça change juste qu'il va perdre un point de victoire, puisque à la fin de la partie, on se rappelle, chaque élément à notre couleur nous rapporte un point de victoire. Donc là, rouge vient de gagner un point de victoire, et il vient de retirer un point de victoire à violet. Donc déjà, ça c'est intéressant. Ça fait un différentiel de 2, c'est pas mal. Pour violet, malgré le fait que ce port soit influencé par les rouges, il appartient toujours à violet. Donc violet va pouvoir toujours utiliser ce port pour construire des bateaux, etc. Rouge, lui, ne peut pas du tout utiliser ce port. Il appartient à violet. C'est juste une histoire de point de victoire à la fin. La deuxième chose, c'est que maintenant que cette ville est influencée par quelqu'un d'autre, pour son action d'influence culturelle, elle va pouvoir uniquement s'influencer elle-même. Donc elle va devoir reprendre son port à sa couleur pour pouvoir ensuite influencer une autre ville. Donc lui, en fait, rouge peut essayer de cadenasser en mettant un élément rouge dans chaque ville pour qu'ensuite les autres soient obligés de se réinfluencer eux-mêmes avant de... Voilà. Vous allez me dire, c'est hyper fort. Oui, d'autant plus que on peut dépenser des jetons culture pour à la fois augmenter notre portée, c'est-à-dire que, admettons, cette ville, elle n'avait que 1 comme ça. Techniquement, elle ne pourrait pas, elle est trop petite pour influencer culturellement les villes qui sont là. Donc je remets mon port violet ici. Et rouge pourrait très bien dire, moi je fais l'action rayonnement, je peux rayonner à une case, mais je vais dépenser un jeton culture pour ajouter 1. Donc en dépensant un jeton culture, il peut passer à 2, et donc il peut influencer cette ville, lancer son dé et avoir une chance sur 3 d'influencer un des bâtiments. C'est fort. D'autant plus que, en plus, on peut aussi dépenser des jetons culture pour augmenter de 1 la valeur du dé. C'est-à-dire qu'il peut dépenser un jeton culture pour atteindre cette ville, puis, admettons, il fait un 3,
qui serait synonyme d'échec, il peut encore dépenser 2 jetons culture pour augmenter ce 3 à 5 et donc réussir. Alors c'est très fort, oui, mais il faut savoir que les jetons culture, on n'en a pas à l'infini. Voilà, c'est pas si évident. On en a besoin, si on veut construire des merveilles, il faut en garder. On en a besoin pour des événements, on en a besoin pour plein de choses. Mais on peut, si on est dans une stratégie culturelle et on va essayer d'influencer tout le monde, on peut essayer de les cumuler, on peut essayer de les dépenser à tout va, même si ça serait plus malin d'essayer de grossir la ville avant, mais en tout cas, on peut le faire. Et on peut surtout les garder pour améliorer le dé. Voilà. Et donc là, vous êtes en train de me dire, c'est cheaté. Alors, un petit peu, mais il y a quand même une parade. Mais c'est vrai que la parade, il faut quand même l'anticiper. C'est-à-dire que si on voit qu'un joueur, si on suspecte un joueur de vouloir jouer culturel, il va falloir essayer de s'y préparer assez rapidement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière, enfin en tout cas une manière simple. Il y en a peut-être dans les cartes événements ou dans les cartes actions, mais là je ne les connais pas toutes par cœur. Mais en tout cas, la manière simple, c'est d'adopter un gouvernement. Les gouvernements peuvent nous aider, forcément, hein, dès qu'on a un gouvernement, on est une cité et une civilisation qui va être plus évoluée, qui va être plus stable, et qui va être... alors plus stable, qu'on soit une démocratie, une autocratie ou une théocratie, ça sera une stabilité qui ne sera pas obtenue de la même manière, hein. Ça peut être par la force ou par d'autres choses, mais en tout cas, ça permet d'être moins influençable. Sauf que, pour développer un gouvernement, il va avoir besoin d'un prérequis. Donc là, on aborde un petit peu le côté politique. Rapidement, il y a 3 gouvernements dans le jeu. La démocratie qui va découler de l'éducation, l'autocratie qui va découler de l'arbre guerre, et la théocratie qui va découler de la spiritualité. Et donc, pour pouvoir se déclarer en démocratie, il faut le prérequis qui est juste au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut avoir développé la philosophie dans notre civilisation, et donc au préalable l'écriture, pour pouvoir, une fois qu'on a la philosophie, on va pouvoir prendre le premier truc, le premier progrès du gouvernement, qui est le vote. Vous voyez, vote, pour avoir le vote, il faut la philosophie. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a le vote, on peut prendre les autres. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la séparation des pouvoirs. Si vous voyez bien, aucun adversaire ne peut renforcer son action rayonnée contre vos cités heureuses. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut qu'on ait des cités heureuses. On est en démocratie, on va essayer de jouer sur le bonheur. D'avoir des jetons de bonheur, ils vont nous servir. Il va y avoir plein de choses en fait qui vont tourner autour du bonheur. Et donc là, on serait dans une stratégie bonheur. Mais du coup, la séparation des pouvoirs, si notre ville elle est heureuse, notre adversaire ne peut plus renforcer son action rayonnée. Ça veut dire qu'il ne peut plus dépenser de jetons culture pour améliorer la distance et le dé, le jet de dé. Voilà. Par contre, il peut toujours réussir de façon légale, hein. S'il fait un 5 ou un 6, il va quand même réussir à influencer votre bâtiment, mais il a, quoi qu'il arrive, une chance sur 3. Voilà. Donc ça limite quand même. Voilà. En autocratie, on a le totalitarisme. Donc cette fois, on va empêcher l'influence, mais de façon un petit peu plus rude, on va dire. Aucun adversaire ne peut renforcer son action rayonnée contre vos cités contenant une armée cette fois. Donc là, on va plutôt jouer avec des armées positionnées dans nos villes. Bon, on n'est pas loin d'appeler ça une milice, hein, mais voilà. Et donc, c'est plus difficile d'influencer une ville qui est contrôlée par une milice. Et en théocratie, on est
spiritualité, religion, c'est la piété. Aucun adversaire ne peut renforcer son action rayonnée contre vos cités comportant un temple. Donc là, on va essayer de construire des temples dans toutes nos villes pour essayer de se protéger de l'influence des autres. Voilà à peu près une idée pour se protéger tant bien que mal de l'influence des autres. Après, si vraiment on a peur quand quelqu'un s'approche de nous, bon, on peut essayer d'aller l'attaquer, mais voilà, donc c'est vraiment très intéressant ce système de jeu, de l'influence et de comment on peut essayer de se défendre par rapport à notre orientation qu'on a prise, démocratie, autocratie ou théocratie. Donc voilà pour l'influence culturelle. Donc c'est un des gros morceaux du jeu, on va pas se mentir, et il y a, à mon sens, à ma connaissance, il y a peu de jeux qui proposent une influence aussi marquée, aussi importante. C'est une action de jeu. Voilà, donc on va vraiment jouer sur plein de tableaux différents dans ce jeu. Et voilà pourquoi il est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de civilisation encore actuellement. Ensuite, il y avait un dernier point que j'avais mis, et celui-ci, il va être très difficile à atteindre. C'est est-ce qu'il y a des notions de diplomatie? Est-ce qu'il y a des notions d'alliance entre joueurs? Est-ce qu'il y a des notions d'espionnage? Alors, dans Clash of Culture, il n'y a pas vraiment ça. On ne peut pas mettre en place une stratégie là-dessus. Ça va uniquement sortir par rapport à des cartes événements. Non, par rapport à des cartes actions, pardon. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais essayer de les retrouver. Alors, les cartes actions, c'est des cartes qu'on va avoir dans sa réserve et qu'on va jouer à notre tour de jeu sous certaines conditions ou quand on veut effectuer quelque chose. Par exemple, par exemple là, voilà, il n'y a pas d'alliance, mais il y a une carte qui s'appelle l'échange technologique. Ça peut faire penser un petit peu à une alliance. C'est une action gratuite, donc on l'utilise à notre tour. En plus de nos 3 actions, on peut copier un progrès qu'un adversaire possède, puis il fait de même avec un de vos progrès. Voilà, donc on fait un échange technologique. Donc on n'est pas loin de quelque chose qui ressemble à une alliance, mais c'est quelque chose qui est one-shot, c'est une carte, voilà. C'est de la diplomatie en quelque sorte, une action diplomatique, on s'échange des connaissances technologiques. Donc voilà comment la diplomatie, les alliances et même l'espionnage vont être représentés dans le jeu. Donc c'est une très bonne chose, c'est présent. Ils ont prévu des cartes qui ont des effets qui s'approchent de ça. Voilà, donc c'est pas des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place, c'est pas des actions de jeu qu'on va pouvoir choisir à notre tour, mais c'est quand même, il y a quand même une présence de ça et c'est pas mal. Et il y a des négociations, par exemple, vous voyez, au début de votre tour, vous voyez, celle-là, il faut dépenser un jeton culture. Donc il faut déjà avoir un niveau de culture pour pouvoir entamer des négociations. C'est une action gratuite, on choisit un adversaire. Vous ne pouvez pas déclencher de conflit contre cet adversaire durant ce tour, et cet adversaire ne peut pas déclencher de conflit contre vous durant son prochain tour. Voilà. Quelqu'un qui devient un peu menaçant, bim, on négocie, et ça retarde l'échéance, il ne pourra pas nous attaquer. Donc il y a quand même des trucs sympas, la synergie d'idées. Il me semble qu'il y avait même un espion, voilà. Vous voyez, on dépense un de culture pour la jouer, une action, donc ça utilise une de nos actions, on regarde les cartes actions, objectifs et merveilles de la main d'un adversaire. Puis, vous pouvez échanger une de ces cartes avec une carte de votre main du même type. On peut lui piquer sa merveille, on peut lui piquer un de ses objectifs qui nous intéresse ou une de ses actions. C'est pas mal, hein. Voilà, donc vous voyez comme dans ce jeu, il y a la milice, il y a énormément de notions qui ont été prévues. Voilà, j'ai pas parlé des personnages illustres, hein. Par exemple là j'en vois un. Voilà, on parlait de diplomatie. Il peut arriver un grand diplomate dans notre civilisation. Voilà, donc ouais, ces actions de diplomatie, d'alliance, d'échange technologique, d'espionnage, ça va être sous le biais de cartes actions ou événements qui vont apparaître dans la partie comme ça. Et donc ça amène
voilà, quelque chose de vraiment très intéressant, d'un peu inattendu, d'un peu... il peut y avoir des retournements de situation, voilà, des choses très 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 intéressantes. Voilà, on a fait un bon état des lieux quand même du jeu. Reste à voir maintenant, est-ce qu'on peut établir des stratégies spécifiques à chaque partie? Bah, je pense qu'on a vu qu'on pouvait le faire. On va essayer de le concrétiser en montrant des parties, mais effectivement, on peut avoir des stratégies vraiment spécifiques, différentes à chaque partie, selon la civilisation qu'on va jouer, selon les objectifs qu'on va avoir, selon les joueurs qu'on va avoir en face de nous. On peut aller vraiment à fond dans le commerce et ça va nous rapporter beaucoup de ressources. On peut aller dans l'éducation pour avoir beaucoup de science, et la science est une ressource universelle qui remplace toutes les autres. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est un très très bon jeu de civilisation, on va pas se mentir. Comme je disais, le petit défaut, c'est qu'on ne peut pas y jouer à plus que 4, et ça c'est tellement dommage. On aimerait tellement pouvoir y jouer à 6, ou même à 5, mais bon, 4 c'est déjà pas mal. On est vraiment sur une forme très classique de jeu, de société, de jeu de plateau, 2 à 4 joueurs, avec des actions, plusieurs actions par tour à choisir, avec des plateaux où il y a plein de trucs à vérifier. Mais voilà, c'est quand même un excellent jeu. Évidemment, je peux que le conseiller pour les gens qui aiment les jeux de civilisation. Je vais vous présenter cette partie-là que je suis en train de filmer, le mode solo, pour voir si ça peut vous intéresser aussi. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de ce jeu? Je pense qu'on a fait un bon tour là. N'hésitez pas en commentaire si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions. Je peux pas tout détailler non plus parce que la vidéo sinon ferait 3 heures. Je répondrai avec plaisir et puis j'essaierai peut-être de le mettre en application dans ma partie puisqu'elle vient juste de commencer là, donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que j'oublie d'enlever tout ça. On va essayer d'éviter de tricher. Voilà, la ville était heureuse, je crois que oui, hein. Je revérifierai quand même pour pas faire d'erreur. Voilà, c'était Clash of Culture passé sous la loupe. Et vous voyez comme il cache, il cache. Non, il cache rien du tout. Il cache pas son jeu, il le montre et il en est fier, il a bien raison. Il coche quasiment tout de ma petite liste. Je peux vous la remontrer qu'on avait défini ensemble. Il coche quasiment tout. Hein. C'est probablement un des jeux les plus complets que je connaisse au niveau des jeux de civilisation en jeu de plateau. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses qu'on pourrait rajouter, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si j'ai oublié des choses ou si vous voulez plus de précision sur certains aspects de ce jeu. Je le connais bien, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis j'espère que ça vous plaît hein, de décortiquer un petit peu les jeux comme ça et vraiment d'en parler, de montrer des choses un peu différentes plutôt que juste expliquer les règles ou montrer des parties. Alors les parties ça illustre bien, mais voilà, on peut développer un petit peu des choses, on ne voit pas forcément tout en partie. Hein. Vous voyez, on ne va pas forcément développer le commerce à fond ou des choses comme ça, ou alors il faudrait faire plusieurs parties, mais vous avez bien vu que sur les chaînes YouTube, c'est quand même assez rare de voir un jeu revenir plusieurs fois. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais ça demande beaucoup de temps quand même, et un petit peu d'énergie, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, je suis content de partager ça et éventuellement de faire découvrir ce jeu. Alors je ne l'ai pas précisé, mais évidemment on va faire un gros merci à Matago d'avoir apporté ce jeu en français. Impeccable, hein. Il n'y a aucune erreur dans le jeu. Il n'y a pas de... La seule petite erreur dans le livret, c'était sur des illustrations où il manquait des dessins et il y avait une feuille qui était fournie pour remplacer la feuille. Honnêtement, voilà, c'est pas grand-chose. Les phrases sont en français, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'erreur de règle. C'est du très bon travail. Voilà, donc quand on n'est pas content, on le dit, mais là, on peut franchement, on peut donner un gros GG à Matago pour ce travail et
nous permettent d'avoir ce magnifique jeu en français aujourd'hui. J'espère qu'il est encore trouvable. Je pense que oui, hein, mais voilà. Donc merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain jeu de civilisation. Passez à la loupe. Allez jouer bien. Ciao.